et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. Il tient un discours sur l'urgence de la démocratisation de l'Afrique. Pourtant, ils n'en ont aucun intérêt. Les Occidentaux se servent même de la démocratie pour s'accaparer les ressources naturelles de l'Afrique avec le laisser-aller de nos dirigeants. C'est en tout cas la position de notre invité, ce qu'il a appelé la géostratégie de la démocratie. Comment l'analyse-t-il et comment, dans les faits, peut-on comprendre cela? Afrique, comprendre la géostratégie de la démocratie, c'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et Enjeux. On en parle avec le docteur Sevran Chetouacho-Conté, politologue, géostratège aujourd'hui, chef de département des sciences politiques et d'études internationales à l'Université de Garoua, auteur pour ce qui nous concerne de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié avec le docteur Fabrice Noah aux éditions L'Harmattan. Bonjour, docteur Sevran Chetouacho-Conté. Bonjour Abdias. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Première question, qu'est-ce que la géostratégie de la démocratie? Alors je crois qu'avant de parler de la géostratégie de la démocratie proprement dit, il faudra peut-être prendre le soin de clarifier les concepts. C'est-à-dire la géostratégie, la démocratie, peut-être dans une autre mesure, la géostratégie de la démocratie. Alors la démocratie, c'est quoi la démocratie? Alors de façon générale, la démocratie c'est un régime représentatif, compétitif et pluraliste dans lequel les citoyens participent à la prise de décisions politiques par l'entremise du vote. Alors si pour certains auteurs, comme Giovanni Sartori, la démocratie n'est qu'un concept ou alors n'est qu'un nom pompeux pour désigner quelque chose qui n'existe pas, la démocratie, il faut bien le préciser, constitue la poutre maîtresse de toutes les politiques de développement. Alors la géostratégie ne saurait être saisie sans toutefois la rapprocher de sa sœur aînée qui est la géopolitique. C'est quoi la géopolitique d'abord, si vous me permettez? La géopolitique, c'est la politique étrangère des États adossée à la considération d'ordre géographique. Et la géopolitique, c'est tout ce que décident de faire les États hors de leurs frontières pour satisfaire leurs prétentions de puissance. Et la géostratégie, donc, quant à elle, c'est l'ensemble des moyens opérationnels mis en œuvre par les États pour atteindre leurs objectifs de politique étrangère. Mais il faut préciser cette fois-là que la géostratégie peut être perçue sur un double prisme, le prisme militaire et le prisme diplomatique. C'est notamment la conduite des opérations diplomatico-stratégiques auquel faisait allusion Raymond Aron dans son ouvrage intitulé « Paix et guerre entre les nations ». Alors, chaque fois que les États ont des prétentions, c'est-à-dire dans une logique de puissance ou dans une logique géopolitique, ils réfléchissent à deux principales modalités. Comment faire pour mettre en œuvre ces prétentions? Ils peuvent le faire par la ruse, par la séduction, par la flatterie. Ils peuvent également le faire par la force, en ce moment qu'intervient la géostratégie. Bien, maintenant, la géostratégie de la démocratie, naturellement. Alors, il faut rapidement le dire, dans le cadre de notre ouvrage, nous avons pris le soin, le docteur Noah et moi, de travailler dans une perspective de géostratégie en temps de paix. Je l'ai bien dit, il y a géostratégie en temps de guerre et de paix, de géostratégie en temps de paix. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'après les instruments militaires, c'est-à-dire les interventions militaires, souvent peu catholiques, des grandes puissances, je pense ici à la France, aux États-Unis, à la Russie, dans une bonne mesure à la Chine. Et contrairement aux divers coups d'État que ces grandes puissances fomentaient à partir de leurs diverses capitales, aujourd'hui, de plus en plus, la démocratie est devenue un enjeu de puissance, un enjeu de politique étrangère. Dans la mesure où les prises de position discursives des grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou émergentes, autour de l'implémentation, bien de la nécessité des responsables politiques africains de s'arrimer à la démocratie, devient un enjeu important de politique africaine, de la mise en œuvre de leur politique africaine. Vous avez donc commis un ouvrage sur cette thématique en 2021, je le précise. Pourquoi une réflexion sur une telle thématique? Bien, une réflexion sur cette thématique en 2021 parce qu'en réalité, nous nous sommes rendus compte que ce soit les puissances occidentales, je pense ici rapidement à la France et aux États-Unis ou bien les puissances, les nouveaux acteurs, c'est-à-dire les puissances émergentes. Je pense ici à la Russie, à la Chine et dans une moindre mesure à l'Inde et au Brésil. Toutes ces puissances aujourd'hui se servent. Vous savez, ces puissances sont dans une logique de compétition. Elles sont en quête du leadership mondial et elles utilisent l'Afrique comme étant un tremplin, un théâtre, si vous voulez, un glacis géostratégique, un espace-temps sur lequel se teste la détermination avant le combat final. Alors, toutes les failles éventuelles trouvées localement
leur sert de tremplin à la mise en œuvre de leur politique de domination. Et les puissances, les premières, c'est-à-dire les puissances traditionnelles que j'ai envie de qualifier de puissances occidentales, font tout ce qui est possible pour préserver leurs intérêts face aux assauts géopolitiques et géoéconomiques des nouvelles puissances, c'est-à-dire les puissances émergentes. Dans cette perspective, nous avons donc constaté que ce soit les puissances occidentales ou émergentes, elles apportent donc en fonction de leurs intérêts, soit un soutien aux régimes africains, soit une dénonciation véhémente de la dynamique de gestion des affaires publiques par les divers responsables politiques. En d'autres termes, si vous êtes considéré comme étant un ami de ces grandes puissances, naturellement, elles fermeraient les yeux. Elles fermeront rapidement les yeux sur vos travers en matière de démocratie. Vous voyez aujourd'hui un président comme Obiang Nguema qui était très critiqué par les chancelleries occidentales, notamment par les États-Unis, est subitement devenu très fréquentable parce que depuis 1997, il coule le pétrole coule à flot en Guinée équatoriale et subitement les Américains se sont rapprochés d'Obiang Nguema et aujourd'hui Obiang Nguema est devenu un bon élève de la communauté internationale. Il y a une coalition, une sorte de collision entre les puissances étrangères et les responsables politiques africains pour étouffer la démocratie, ou mieux, pour émasculer la démocratie, pour la dévoyer afin de mettre en œuvre leurs divers projets de maintien au pouvoir ou d'accaparement des ressources naturelles africaines. Alors voilà la réflexion fondamentale qui était la nôtre. Alors vous dites que l'émergence de la démocratie, que vous qualifiez de démocratie à adjectif, avec la bénédiction des puissances occidentales, eh bien l'émergence de cette démocratie, selon vous, procède des calculs stratégiques complexes. Quels sont justement ces calculs? Alors, contrairement à la plupart des auteurs, notamment quelques collègues, qui continuent jusque-là à penser que la conférence de la Baule de juin 1990, convoquée par le président François Mitterrand, avait été un coup de départ, c'est-à-dire un coup d'envoi de la démocratie en Afrique, je dis non. En réalité, la démocratie, depuis cette période, est inscrite dans une logique essentiellement géostratégique. Dans la mesure où, à partir de 1990, la France est plus que jamais bousculée, concurrencée, challengée par les autres puissances qui sont de retour sur le continent africain. Je pense ici rapidement aux États-Unis et à la Chine, mais d'abord les États-Unis. En 90, donc, les États-Unis surfent sur les éléments politiques pour dénoncer le soutien, j'ai envie de dire le soutien anachronique de la France aux dictateurs et aux dictatures africaines. Alors, quel est le discours américain en 90 pour bousculer la France, les positions de la France en Afrique? C'est de dire aux populations africaines, la France a passé le temps à soutenir les dictateurs et les dictatures. C'est-à-dire vos chefs d'État qui, depuis les années 1960, vous gèrent le pouvoir dans une logique véritablement autoritaire. Alors, nous vous promettons de vous apporter la démocratie. Détournez-vous de la France et tournez-vous vers nous. Dans cette perspective, donc, Mitterrand décide, pour désamorcer cette offensive politique américaine, d'organiser la conférence franco-africaine de la Baule en juin 1990. Mais vous allez justement vous rendre compte de la subtilité française du président Mitterrand. Il dit, en substance, l'aide sera désormais conditionnée par l'avancée à la démocratie, chaude pour ceux qui en ont fait des grands pas et froide pour ceux qui n'en ont pas fait. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la France voulait qu'il y ait démocratie en Afrique. La preuve, c'est qu'un an plus tard, au sommet de l'année suivante, j'oublie le nom de la ville, il y a un autre sommet un an plus tard, toujours en France, Mitterrand dit que la France n'a pas non plus vocation à imposer un modèle de démocratie aux pays africains. Alors, chacun peut faire la démocratie en sa manière. Ça devient la démocratie à la sauce africaine. C'est que nous avons qualifié dans cet ouvrage de tropicalisation de la démocratie. Mais ça, on ne comprend pas. Pourtant, ces mêmes puissances que vous accusez d'instrumentaliser la démocratie tiennent un discours sur l'urgence de la démocratisation de l'Afrique. Ces puissances occidentales n'ont même pas intérêt, contrairement à leur discours, d'accompagner les gestations démocratiques sur le continent africain. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, la démocratie suppose, au minimum, la participation active des populations à la gestion des affaires publiques. Et ensuite, le fameux principe de la comptabilité, c'est-à-dire la reddition des comptes. Si les populations participent activement à la gestion des affaires publiques et si les dirigeants, aidés en cela par leurs partenaires étrangers, notamment les puissances occidentales,
implémentent la démocratie, dans cet exemple que je prends, ils seront obligés, ces responsables politiques, de rendre compte de leur gestion aux populations. Mais dites-vous bien que la gestion des affaires relatives au pétrole, c'est une question d'État. Je veux dire, c'est une question qu'on ne soulève pas sur la place publique dans la plupart des pays africains. Qui peut nous dire quelle est l'importance des matières premières? Quelle est l'importance des mines, des minerais de fer, de charbon, de cuivre, de thym, de diamants et tout le reste? On vous dit le diamant dans telle localité, vous ne connaissez même pas le volume. Celui qui a cette information, c'est le responsable politique qui l'utilise comme une ressource lui permettant de s'inscrire dans une logique de chantage, si vous voulez, ou d'assurance vie politique avec les partenaires étrangers. Je vous donne l'accès aux matières premières stratégiques qui vous intéressent et vous me garantissez mon séjour au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, dans cette perspective, la population est tenue à l'écart de ces activités qui sont hautement stratégiques. Alors, dans ce contexte précis, il y a une contre-offensive chinoise, mais davantage russe. Quelle analyse vous en faites justement? Oui, les puissances émergentes sont dans leur rôle, puisque officiellement, les puissances occidentales dénoncent l'absence de démocratie sur le continent africain. Je dis du point de vue officiel, du point de vue discursif. Alors, dans une logique de contre-offensive, les puissances émergentes qui sont les nouveaux acteurs sur le continent africain surfent sur ce discours et disent aux responsables politiques, si vos partenaires traditionnels occidentaux ont passé le temps à vous taper dessus en vous imposant les responsabilités de la démocratie, nous ne vous opposons aucune condition. Et on respecte les fameux principes de neutralité, de non-ingérence. Gérez vos pays de façon kafkaïenne, de façon chaotique, ça ne nous intéresse pas. La preuve, c'est que la Russie n'est pas un modèle de démocratie non plus à l'interne. Aujourd'hui, on parle de démocratie Potamkin, quand on fait allusion à Poutine. Et en Chine également, la Chine n'est pas non plus un modèle de démocratie. Alors, elle vous dit, nous-mêmes, nous ne sommes pas les modèles de démocratie, mais économiquement, nous ne sommes pas mal lotis. Alors, on ne vous impose aucune conditionnalité relative à la démocratie. Alors, rapidement, je peux prendre l'exemple de la Russie, qui est la nouvelle venue en termes d'offensive. Alors, il y a deux théâtres importants que nous pouvons comme ça rapidement évoquer. Il y a la RCA, la République centrafricaine. Avec l'élection presque démocratique du président Touadéra, la France s'est murée comme à son habitude dans une logique peut-être de prise de position discursive, mais assez souvent dans une logique de silence coupable, de silence assourdissant que nous qualifions de silence coupable. Mais avec la venue de la Russie, notamment avec la film qui fait cauchemarder Paris, la film russe Wagner en RCA, la France a décidé de rompre ses relations économiques, enfin son aide économique à Touadéra, également à rompre son assistance militaire à Touadéra sur des questions essentiellement démocratiques. Vous ne respectez pas la démocratie, la France tait, mais vous ne respectez pas la démocratie et dès que vous commencez vous avez une nouvelle idylle avec un autre partenaire, notamment la Russie. La France vous rappelle que vous n'êtes pas un modèle démocratie. De deux, la France vous rappelle également à Touadéra qu'il n'est non seulement pas un modèle démocratie, mais également que si Touadéra ne respecte pas la démocratie et continue à entretenir des relations avec Wagner, avec la Russie, notamment avec la firme Wagner qui est proche du Kremlin, il faut le rappeler, la France rompt son aide économique, son assistance économique, notamment budgétaire, et la France rompt également son assistance militaire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons le cas du Mali, qui est très récent. Alors, au Mali, c'est la même logique avec la Russie. Cette opposition entre la France et la Russie, dans un des travaux que j'ai récemment publié, je parle des convulsions géopolitiques franco-russes en Afrique subsaharienne, et singulièrement en RCA et au Mali. Au Mali, la France, depuis les années 1960, sous Modibo Keïta et tous les autres, et Moussa Traoré et tous les autres jusqu'à aujourd'hui avec les colonels Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Maïga, la France a toujours dans une logique véritablement insaisissable. Parce qu'au début, elle a passé le temps à soutenir les régimes dictatoriaux. N'oublions pas que Modibo Keïta a passé le temps à utiliser une main lourde face aux revendications des Touaregs du nord du Mali, qui finalement s'est transformée en rébellion en 2013. Avec l'intervention finalement de la France, Serval qui s'est transformée finalement en Barkhane, la France a essayé d'apporter des réponses militaires. Mais la question de la démocratie reste. Si le Mali était véritablement un exemple de démocratie de 1992, en 2002, et même jusqu'à peut-être 2012, le Mali est véritablement dans une logique de stabilité démocratique. Mais après 2012, la France ne dénonce pas trop les dérives autoritaires
des autres autorités, de d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'était pas non plus un véritable modèle en matière de démocratie. Alors quand ce dernier est renversé en août 2020, la France dénonce, c'est vrai, mais j'ai envie de dire du bout des lèvres, tout simplement du bout des lèvres, dans la mesure où, après avoir décidé de rompre ses relations avec les nouvelles autorités maliennes, notamment la junte militaire malienne à la tête de laquelle trône le colonel Assimi Goïta, la France a repris ses relations quelques mois plus tard. Et elle menace à nouveau de rompre les dites relations compte tenu de l'avancée de la Russie, du rapprochement entre les autorités maliennes et la firme militaire Wagner. Il y a des tractations. Je tiens ici simplement pour élément de preuve les déclarations de Choguel Maïga qui dit que la France les a lâchés en plein vol puisque le président Macron a décidé de revoir le dispositif militaire français au Mali. Ils se retirent progressivement du nord, ils vont vers le sud et ils sont désormais dans une logique de coalition. Alors la France aujourd'hui dénonce vraiment la prise, le deuxième coup d'État de mai 2029, le récent coup d'État. Mais elle le fait davantage, pas parce qu'elle veut véritablement que les autorités maliennes reviennent à la démocratie ou bien que la junte militaire remette effectivement le pouvoir comme ils l'ont promis aux civils. Puisqu'il faut le rappeler, lors du premier coup d'État, la junte militaire a installé quelques responsables civils. Elle a donc fait un deuxième coup d'État pour les débarquer et conserver le pouvoir. Donc le pouvoir est véritablement main des colonels au Mali. Mais la position de la France est vraiment ambiguë dans la mesure où elle prend position, elle dénonce, mais en même temps, elle ne se retire pas véritablement complètement. Elle est dans une logique de dénonciation du rapprochement des autorités maliennes vis-à-vis de la Russie. Elle a menacé, je prends ici simplement pour preuve, les déclarations de Choguel Maïga à la tribune des Nations Unies en septembre 2021, les déclarations également de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui, ces deux autorités, la première, le premier ministre malien, Choguel, il rappelle que la France les a lâchés à plein vol et qu'ils sont en substance libres de nouer les partenariats avec qui ils veulent. De deux, les déclarations de Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov reconnaît effectivement qu'il y a des tractations importantes. Et à ces sorties, la France a réagi notamment par la voix de son président Emmanuel Macron, ensuite par la ministre des Armées, Florence Parly, qui dit en substance la France ne saurait cohabiter avec des mercenaires au Mali. Ça veut dire si le Mali noue des relations avec la firme Wagner, la France va se retirer du Mali. D'autre part, les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'inscrit exactement en droite ligne de ce qu'a dit son homologue des armées, Florence Parly. Alors aujourd'hui, la France menace des sanctions, du retrait, de suspension des relations avec le Mali. Et là, c'était le cas russe, maintenant le cas chinois, la contre-offensive chinoise. Oui, aujourd'hui, la Chine est dans une posture qui n'est pas très différente de celle de la Russie, puisque depuis 1993, quand la Chine est redevenue importatrice de pétrole, elle a revu fondamentalement sa coopération avec l'Afrique. Alors, contrairement à la coopération qui existait jadis de 1955, parce que les contacts récents, c'est 1955, la fameuse conférence de Bandung en 1955, les non-alignés. De 1955 en 1980, la coopération entre la Chine et l'Afrique est une coopération essentiellement idéologique. Ils luttent ensemble contre l'impérialisme et le colonialisme. Mais en 1980, Deng Xiaoping décide d'opérer une sorte de retrait, de recul. La Chine se referme sur elle-même pour essayer de mettre en œuvre les politiques qu'ils ont qualifiées de politique de grande réforme. Et elle redevient donc importatrice de pétrole en 1993 et lance une nouvelle politique africaine. Dans cette nouvelle politique africaine, les matières premières stratégiques sont l'élément fondamental, l'enjeu stratégique majeur qui explique le niveau de déploiement de Pékin sur le continent africain. Alors, il n'y a qu'à regarder le cas du Soudan. La Chine était très proche du régime Béchi, malgré les dérives autoritaires du régime Béchi. La Chine était très proche de Mugabe au Zimbabwe, malgré les dérives autoritaires du régime Mugabe, puisque la Chine vous dit clairement, tout comme la Russie, nous ne nous intéressons pas à votre gestion des affaires publiques. Gérez votre pays comme vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est que nous établissions un partenariat mutuellement bénéfique. Elle parle du gagnant-gagnant, win-win. Alors, ce qui intéresse la Chine fondamentalement, ce ne sont pas les exigences ou bien le respect des exigences démocratiques par les responsables politiques africains, mais c'est leur capacité à leur permettre d'accéder aux matières premières stratégiques qui intéressent fondamentalement la Chine sur le continent africain. Les exemples sont légion. J'ai pris simplement le cas du Soudan, j'ai pris le cas du Zimbabwe, et il y en a plusieurs autres. En Côte d'Ivoire, par exemple, la Chine était très proche du régime Gbagbo. Les affaires du port d'Abidjan, vous vous rappelez, dans les années 2000, la Chine était très proche du régime Gbagbo. Il y a plusieurs autres exemples comme ça. Alors, puisque vous le dites, il y a une collusion entre occidentaux et dirigeants africains pour
étouffer la démocratie sur le continent. Quelles sont justement les conséquences de toutes ces forces antidémocratiques locales et étrangères sur l'Afrique? Oui, rapidement, les conséquences peuvent être rangées selon deux principaux prismes. Premièrement, le prisme politique. Au niveau politique, les opérations de cette coalition d'acteurs ou de ces forces, comme vous l'avez dit, et qui paraît d'ailleurs dans l'ouvrage, de ces forces antidémocratiques, première conséquence sur le plan politique, c'est le recul de la démocratie. Je l'ai dit, il y a un important recul de la démocratie. Alors, s'il y a recul de la démocratie, il y a montée en puissance de l'autoritarisme. Je prends simplement à témoin deux travaux, notamment celui du professeur, du collègue Achille Bembe, qui qualifie l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier comme étant le cimetière de la démocratie en Afrique. Et dans mes travaux, modestement, je parle de l'Afrique en général et l'Afrique centrale comme étant l'épicentre des involutions démocratiques en Afrique. Alors, il est facilement possible d'observer que depuis quelques années, il y a une montée en puissance de l'autoritarisme en Afrique sous les habillages démocratiques. C'est ce qu'on qualifie très simplement de démocrature dans nos travaux. Alors, c'est quoi la démocrature? La démocrature, c'est un régime dans lequel, officiellement, les textes du droit positif sont très bien rédigés, les constitutions sont très bien rédigées, toutes les lois sont très bien rédigées, mais dans la pratique, il y a plus que jamais un recul de la démocratie. Il y a un auteur qui a très bien systématisé ça dans son ouvrage, c'est Max Léniger-Goumaz, qui parle de démocrature, dictature camouflée, démocratie truquée. Je crois que la deuxième partie du titre est très claire, dictature camouflée et démocratie truquée. Alors en réalité, il y a comme première conséquence l'inflation des démocratures, ou si vous voulez tout simplement des dictatures sur le continent africain. Deuxième conséquence, c'est le recul ou bien la stabilité économique. S'il y a dans le meilleur des cas, c'est la stabilité économique. Dans le pire des cas, c'est le recul. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'absence de démocratie, comme nous avons dit au niveau de la première conséquence politique, c'est la montée en puissance sous l'inflation des dictatures. Il y a donc également comme une institutionnalisation des tentatives de coup d'État. Parce que n'oublions pas qu'il y a un calcul simple. Les changements anticonstitutionnels du gouvernement sont désormais considérés comme étant les formes de coup d'État. Alors, plus les responsables politiques au pouvoir confisquent le pouvoir, plus ceux de l'opposition se disent que le seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est de prendre les armes. Et s'il y a une prise d'armes régulièrement, soit pour mater les rébellions, soit pour tenter de renverser les régimes au pouvoir, la première conséquence, c'est au niveau économique. L'économie en pâtit. On n'arrive plus véritablement à mettre les politiques de développement viables et durables. Pourquoi? Parce qu'on passe le temps à reconstruire l'économie qui a été détruite par des guerres ou bien détruite par des coups d'État ou des tentatives de coups d'État. Alors, dans cette perspective, les efforts en faveur du développement deviennent tout simplement un véritable mythe de Sisyphe, c'est-à-dire un éternel recommencement. Plus que jamais, les Africains devraient s'arrimer à la compétition de puissance. C'est la condition sine qua non. Depuis les années 1990, avec la fin de la guerre froide, les oppositions entre grandes puissances ne sont plus d'ordre militaire fondamentalement. C'est l'économie qui est au cœur des affrontements entre les différents acteurs du système international. Alors, il y a une invite lancinante qui est faite aux divers acteurs politiques, notamment aux divers chefs d'État, afin qu'ils s'arriment à la compétition de puissance, sinon ils disparaissent. Ça, je le tiens à fait au moins 3 références. La première, c'est Pierre Verluise, de la revue française, la revue de géopolitique en France. Il dit en substance, dans un article qu'il a intitulé « La puissance, quels sont ses fondements ?» Il dit dans cet article, ceux qui ne s'arriment pas à la compétition de puissance sont condamnés à disparaître. Mieux, il dit, ceux qui ne s'arriment pas au peloton de tête, il ne parle pas du peloton de queue. Il a emprunté l'image du marathon. Il dit, ceux qui n'appartiennent pas au peloton de tête de la compétition de puissance internationale sont condamnés à disparaître. Et c'est également, la deuxième référence, c'est celle de Christophe Alexandre Payard, dans son ouvrage intitulé « Nouvelles guerres économiques ». Il dit, dans le monde économique actuel qui est caractérisé par la concurrence du point de vue économique entre les différents acteurs du système international, la survie économique des acteurs dépend de leur capacité à s'arrimer, à utiliser les mêmes instruments que les autres. Le minimum pour les acteurs internationaux, c'est d'utiliser les mêmes instruments que les autres, c'est-à-dire arrimer à la compétition de puissance. Et moi, qu'est-ce que je dis rapidement dans mes travaux? Dans l'ouvrage, je précise bien en conclusion que les Africains sont plus que jamais condamnés à s'arrimer, sinon ils vont disparaître. En substance, je dis, la survie économique des États africains est fonction de leur capacité à rester en mouvement. Et le mouvement ici est en fonction à leur capacité à s'arrimer à la rude compétition économique qui structure l'histoire des relations internationales post-guerre froide. Si vous ne vous arrimez pas, vous disparaissez. Merci beaucoup, docteur Sevran Chetua Chokonte. Je rappelle que vous êtes politologue, géostratège, chef de département
de sciences politiques et d'études internationales à l'université de Garoua, auteur pour ce qui nous concerne de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié avec le docteur Fabrice Noah aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.